Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Il y a tellement de choses sur lesquelles on va devoir revenir dans cette vidéo. Plein de trucs qui sont arrivés ces derniers jours. Je sais même pas par quoi commencer. Probablement le match. Ça va être assez vite torché, hein, je pense, parce que Boston, on a connu mieux comme premier match pour une reprise après la coupure All-Star, hein, recevoir le meilleur bilan de la ligue au grand complet, sachant que toi, tu as appris juste à la reprise des entraînements 2 jours avant que Torrey Craig s'est fait mal au genou et va être absent entre 2 et 4 semaines, mais certainement plus vu le staff médical qu'on a. Et on va revenir sur ça après parce que là aussi on a appris des trucs encore. C'est pas triste. Ouais, euh, recevoir une telle équipe, on n'était clairement pas au niveau, hein. On s'est retrouvé à -16 au bout de 8 minutes de jeu pratiquement avec Boston qui nous a mis une énorme défense avec un Derrick White hallucinant, Jrue Holiday pareil, pour bloquer toutes les tentatives jusqu'au cercle. On s'est pris des contres aussi, Porzingis avec sa taille qui nous a fait mal aussi. Bref, c'était un carnage assez rapidement dans ce match. Et pourtant, on est devant à la pause parce que dans le deuxième quart-temps, on fait énormément de bons efforts défensifs. On est capable, avec des mains actives, de couper des lignes de passe, provoquer quelques pertes de balles, filer en transition, mettre quelques points. Euh, mais ça s'est arrêté là, quoi. À la reprise, dès le début du troisième quart-temps, Tatum, il a fait bon, allez, maintenant, fini de rigoler. Et effectivement, ça n'a pas rigolé derrière parce que dès qu'il s'est réveillé et qu'il a commencé à enchaîner, on n'a plus existé, quoi. On s'est pris des runs absolument monstrueux dans le troisième quart-temps. Et tous les efforts qu'on avait fait dans le deuxième, balayés. Et Boston a rentré énormément de shoots compliqués, hein, et surtout Tatum, notamment à la fin du troisième quart-temps, quand il met Kobe White fait pourtant une super défense sur lui, mais il lui met un shoot sur la tronche. Derrière, il met un step back à 3 points dans les dernières secondes du troisième quart-temps. Et derrière, voilà, derrière c'est la crevée, quoi. 129-112, je crois, le score final. Il y avait juste beaucoup trop d'écart. Boston est juste beaucoup trop fort et on le savait. Et encore plus quand on est diminué avec les absences de Craig, de Patrick Williams, de Zach LaVine, etc. Donc, honnêtement, il n'y a pas grand chose de positif côté Bulls à vraiment mettre en avant, à part Julian Phillips, que j'ai adoré, qui était excellent. On a pratiquement signé nos meilleurs passages défensifs quand il était là. Il a mis quelques paniers en attaquant le cercle, il a mis des 3 points. Il a été excellent. Ayo a été très bon aussi, notamment en première mi-temps où il a distribué des ballons de fort belle manière, que ce soit des passes à l'intérieur, que ce soit des drive and kick, pour trouver justement Phillips à 3 points à un moment donné. Il a donné 8 passes décisives sur les 30 des Bulls, ce qui est peut-être notre meilleur stat de ce match-là, 30 passes décisives. Parce que le reste, Boston a été largement au-dessus, quoi. Ils ont fait 10 interceptions, 11 contre, dont Derrick White qui était monstrueux à ce niveau-là. Ils ont shooté à plus de 54% au shoot. Ils ont fait 23 sur 47 à 3 points, je crois, de mémoire. Donc ça fait quasiment 50%. Nous, je crois qu'on a péniblement fait 10 sur 28 à 3 points. Donc forcément, ça fait un écart assez, assez monstrueux à ce niveau-là. Et puis même dans d'autres secteurs, quoi. On a été pris de vitesse défensivement. On s'est fait exploiter sur des pick and roll. Vucevic était encore une fois à la rue, même s'il a fait il a fait des stats en première mi-temps, mais enfin voilà, sur l'ensemble du match, c'était quand même pas fameux, quoi. Il était à 20 points, 9 rebonds à la pause, il a fini avec 22 points, donc bon, voilà, en deuxième mi-temps, on l'a pas vu, quoi. Défensivement, il s'est fait ouvrir, quoi. Ça allait trop vite. Même Luke Cornette, je suis désolé, mais quand Luke Cornette te sort un match où il fait 5 sur 6 au shoot et les 5 paniers qu'il met, c'est 5 dunks, dont 2 claquettes dunk, tu t'as pas le droit, t'as pas le droit. Donc voilà, c'était clairement, il y avait trop d'écart et on a aussi parfois manqué d'agressivité, d'énergie dans ce match-là pour vraiment répondre présent, quoi. Donc ça donne ce que ça donne une large défaite face à un des favoris au titre et une des meilleures équipes de la ligue. Donc voilà, sur, sur le papier, c'était quelque part prévu comme défaite. Tu savais que ce match-là, tu avais quand même assez peu de chances de le gagner. Et encore plus, quand tu défensivement, tu mets pas toujours l'intensité nécessaire et que tu laisses Luc Cornet te défoncer, quoi. Donc là, pour le coup, on l'a fait passer pour Robert Horry. Ça restera une vanne récurrente jusqu'à la fin de sa carrière, celle-ci. Mais bref. Euh, donc voilà, défaite. Et derrière, hier soir, ça a été, c'était la nouvelle
qui a encore mis un bon coup derrière la tête, c'est la nouvelle concernant Patrick Williams, parce qu'on va rappeler les faits quand même. Patrick Williams annoncé hier soir opéré du pied avec sa blessure que les Bulls ne jugeaient pas forcément importante à la base. Hein. On va refaire l'historique parce que là c'est quand même exceptionnel la manière dont ça s'est déroulé cette histoire encore. Mais c'est pas la première fois. Hein. Donc, Patrick Williams, quand les Bulls sont à Los Angeles pour affronter les Lakers, je crois que c'est à mi-janvier ou autour du 20 janvier, un truc comme ça, il consulte un médecin sur place parce que Patrick Williams, depuis plusieurs semaines, comme l'a dit Billy Donovan à ce moment-là en conférence de presse, a des douleurs sous le pied. Mais pas des trucs, pas de douleurs suffisamment importantes pour l'empêcher de jouer. Jusqu'ici, il n'avait pas loupé beaucoup de matchs. Ce médecin qui voit Patrick Williams, qui n'est donc pas un médecin des Bulls, mais quelqu'un d'extérieur, dit il faut lui faire porter une attelle, reposer le pied, et là, il ne faut pas qu'il joue pendant au moins 2 semaines, et après voir comment ça évolue. Bon, on nous dit, ok, on va mettre Patrick Williams au frigo quelques temps, et on va voir ça 2 semaines plus tard. Ça nous amène quasiment à la deadline, à une semaine de la coupure All-Star. On verra quand ce sera au All-Star Game. Bon, coupure All-Star. Le dernier match avant la coupure All-Star, Billy Donovan fait le point en disant que il n'avait pas recommencé à courir, mais que là, ils espèrent que pendant la pause du All-Star Game, il va recommencer à courir un petit peu. Et ensuite, eh bien, il faudra voir comment il réagit à ça, le fait d'avoir plus d'intensité sur son pied. Et s'il réagit bien, il pourrait assez vite retrouver le rythme et retrouver les parquets. Et donc, quand on fait le point médical mardi, on nous dit juste, il a toujours pas recommencé à courir. Donc tu dis, bon, voilà. Et là, on te sort opération. Donc voilà, d'un truc où on te dit, ouais, ça va, il peut jouer avec, c'est pas important, il doit se faire opérer. Il s'est passé 4 semaines, un avis médical extérieur qui a accélérer ça, quoi. Parce que sinon, les Bulls, ils auraient dit non, mais c'est bon, Patrick Williams, il va bien, tu vois. Donc, voilà. J'en ai, mais je le dis à chaque fois, déjà là avec Torrey Craig l'autre jour, et puis je suis sûr que Torrey Craig, ça va être la même. Hein. Là, on nous dit 2-4 semaines d'absence. Tu peux être sûr, début mars, on va nous dire il se fait opérer fin de saison. Je mets ma main coupée. Parce que ce staff médical est juste nul à chier. Comme le reste. D'ailleurs, c'est assez hallucinant dans cette franchise. Quand tu as un taf dans cette franchise, c'est la planque. Tu es tranquille. Tu peux être mauvais comme tout. Coach, GM, hein, combien d'années on a dû se farcir les décisions invraisemblables de Garpax. Combien d'années on a dû se farcir Jim Boylen, Fred Hoiberg, etc. Des coachings dégueulasses. Bon, avec aussi des plans de tanking, etc. Mais bref, où rien qui était fait pour faire progresser les joueurs. Il y avait un mec chargé du développement des joueurs, Karnišovas et Eversek, quand ils sont arrivés, ils ont halluciné, c'est pour ça qu'ils ont rajouté du taf. Mais le staff médical, c'est pareil. De combien d'années ça fait qu'on nous sort les mêmes histoires? Il y a un mec qui se blesse, et tous, même Zach LaVine, il y a encore là, quand il s'est blessé au mois de janvier. On va voir dans 2 semaines. Derrière, boum, opération. Il y a quelques années, Denzel Valentine, pré-saison. Oh, c'est la cheville, il va juste louper la pré-saison, il va être là. Au final, il s'est fait opérer, il a loupé toute l'année. Le lendemain, Mark Cannon, il se fait mal au coude. Ouais, il va louper la pré-saison, mais ça va aller. Il a loupé les 6 premières semaines de la saison régulière. Chris Dunn, Liu Holdeng à l'époque, qui doit subir un truc au niveau du dos, et l'opération a mal tourné, il a failli passer sur la table d'opération. Il y a eu tellement, mais la liste elle est longue, mais invraisemblable. Les blessures de Derrick Rose, Joakim Noah, mais tous, il y a une liste, mais c'est phénoménal. Et les mecs sont toujours là, pour la plupart, parce que Jeff Tanaka est parti il y a de ça 2-3 ans, mais la majorité du staff médical, depuis des années, c'est les mêmes, et c'est toujours les mêmes erreurs, c'est les mauvais diagnostics. On te dit ça va, il sera sur pied dans 2 semaines et au final il doit se faire opérer. Mais dans quel monde? Dans quel monde ça existe? Notre staff médical, c'est la série H. C'est la série H. En fait, notre staff médical, c'est l'hôpital de la série H. Notre médecin en chef, c'est le docteur Strauss. Et t'as Sabri, t'as toute la clique. Voilà, c'est ça. Les mecs, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Depuis des années,
des trucs mal diagnostiqués, dit oh ça va aller, puis après faut faire. La liste elle est extraordinaire, extraordinaire, et ça continue. À aucun moment le Karnišovas ou même les Ransdorf disent tiens, ils sont quand même mauvais ces types-là, faudrait peut-être voir à modifier ça, améliorer ça, parce que les joueurs ils le voient ça. Et les autres joueurs dans les autres équipes ils se disent mais c'est quoi ce staff médical de connard, on va pas signer là-bas. Tu vois, c'est tout un enchaînement qui fait que on est nul à chier, parce que du sol au plafond, on est nul à chier, et ça vient d'en haut. L'exemple vient toujours d'en haut. Jerry Reinsdorf qui possède cette franchise qui a été mais bidon, qui fout rien, qui sent pas les couilles de cette franchise. Pourquoi derrière ça marcherait? Parce que ouais, même lui ne sait pas, ne fait rien. Donc dans tous les secteurs, j'imagine dans les autres secteurs, je sais pas, les mecs chargés de la sécurité, des tickets, enfin, ils doivent être mauvais comme tout, mais ça passe. Tu vois, non, les Bulls, c'est la famille. Si tu pars, il y a que si tu pars de toi-même que tu n'as pas un job chez les Bulls. Si tu as un job chez les Bulls, tu l'as à vie. Il n'y a que si tu pars de toi-même, mais sinon, tu es tranquille. Tu peux être comme ça, ne rien savoir de ce que tu fais, et on en a vu un paquet, hein, dans plein de secteurs. Hein. Invraisemblable, franchement. La sécurité de l'emploi chez les Chicago Bulls, c'est exceptionnel. C'est du 101%. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah, du coup, toujours pas de Patrick Williams, toujours pas de Torrey Craig. Et on a dimanche les Pelicans. On se déplace à New Orleans. Et ben, j'ai pas hâte de voir qui et comment on va défendre Zion Williamson. Parce que le pépère, il est en train de taper une saison assez mastoc. Les Pelicans sont dans les playoffs. Ils sont même pas dans le play-in, ils sont dans le playoff avec une grosse série dernièrement. Il n'y a aucune bonne solution pour défendre sur Zion. Tu vas mettre qui? On va pas remettre le line-up Vucevic et Drummond. Drummond est beaucoup trop lent. Zion, il va le prendre de vitesse sur chaque drive. Il va aller claquer des dunks dans tous les sens. C'est mort. Caruso, physiquement, face au monstre qu'est Zion, franchement, il n'y a pas de bonne solution. Zion, je sens qu'il va nous défoncer. Ça va faire très très mal. Puis Vuce, déjà, il va être bien occupé avec Valanciunas. Donc bref. Et donc du coup, on a tellement de joueurs à l'infirmerie qu'il a fallu faire quelque chose. Et c'est vrai que ces derniers temps, et j'aurais dû en parler dans la dernière vidéo, mais il y avait cette éventualité peut-être de récupérer un gars avec le marché des buyouts, donc ces joueurs qui sont laissés libres et qui peuvent signer pour la fin de saison dans d'autres équipes. Seulement, qui veut venir jouer aux Bulls? Déjà, les noms qui sont encore dispo, bon, ce sont pas franchement les noms les plus quinquants. Tu te dis pas, tiens, si on signe lui, on va devenir extraordinaire, on va enchaîner les victoires et ça va être la fête, quoi. Mais en plus, ces mecs-là, qu'est-ce que tu veux quand ils voient des équipes intéressées, ils se disent, mais jamais je vais aux Bulls. Regarde Gallinari. Les Bulls, la rumeur était que les Bulls étaient sur Gallinari. Billy Donovan, qu'il a eu à OKC, l'a appelé pour lui dire, est-ce que tu veux venir, machin. Il est parti aux Bucks. Non, je sais plus où il est parti. Aux Bucks peut-être, je sais plus. Mais il a signé dans une équipe qui joue les playoffs, qui est un contender, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire aux Bulls? Dans quel but? Quel est son intérêt à lui? Zéro. Et les autres, c'est pareil. Et je pense que les Bulls l'ont parfaitement compris, que personne n'allait venir chez eux. Et c'est pour ça qu'hier, ils ont décidé de donner à Onuralp Bitim, notre two-way turc, qui était arrivé donc en début de saison, ils lui ont donné un contrat garanti sur plusieurs saisons. Donc il est plus two-way, il est désormais dans le roster des 15, et il est le 15e gars, parce qu'on avait un spot de libre depuis le début de saison. Et donc maintenant, on a notre 15e joueur, c'est Bitim, qui en plus dernièrement faisait des belles perfs avec la G-League. Il y a eu un moment en début de saison où il s'était fracturé le nez, donc il a mis un petit moment à revenir, mais après il jouait avec un masque de protection. Et là, il a même joué 2 minutes 30 sur la fin de match contre Boston, parce qu'on a fait tourner sur la fin, forcément on était à la rue. Moi ça me va, ça me va, j'espère qu'on le verra par-ci par-là, qu'il a un peu de temps de jeu, parce que de toute façon, personnellement, je voulais pas qu'on signe un gars sur le marché des buyouts, parce que je préfère largement donner plus de temps de jeu à Terry, à Phillips, et donc à B-Team sur cette fin de saison, sur les 26 matchs qui nous restent maintenant, parce que on est toujours
autant d'écart de sortir du play-in, que ce soit dans le top 6 ou en descendant en dessous de la 10e place. Donc on sait qu'on va faire le play-in, c'est juste qu'on ne sait pas à quelle place. Et encore, il y a quand même, voilà, à moins d'enchaîner une série de défaites monumentales. Mais bon, si on continue de perdre un mec tous les 3 matins et qui doit se faire opérer, ça peut aussi arriver. Mais bref, je préfère largement que dans cette fin de saison, on voit du B-Team, du Phillips, du Terry qui montrent, voilà, qui ont de l'impact quand ils sont sur le parquet, qui font des bonnes minutes productives. Et ça peut être que bénéfique pour leur progression d'avoir ça de manière continue jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est quelque chose que personnellement je préfère largement à si on avait signé Gallinari, clairement, quoi. Je veux dire, pourquoi faire, quoi? Quel intérêt? On va gagner combien de matchs en plus sur la fin de saison avec Gallinari en plus dans notre effectif? Ridicule. Bref. Et par contre, donc du coup, comme ils ont rompu le two-way de nos B-Team pour le mettre dans le ressort principal, il y avait donc une place disponible en two-way. Et la petite nouvelle sympa qui fait plaisir, parce que moi je l'aime bien, j'ai toujours bien aimé ce gars-là, c'est le retour à Chicago de Ryan Arcidiacono. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais moi j'ai toujours bien aimé. D'ailleurs, il faut rappeler que c'était un des two-way originels des Bulls, parce que la première année où on avait les Windy City Bulls et des joueurs en two-way contract, c'était lui et Antonio Blakeney. Blakeney qui avait fini meilleur scoreur de la G-League et qui a toujours le record de la meilleure moyenne de points sur une saison en G-League. Il avait mis, je crois, 35 points par match en G-League. Et Archidiakono, si je me gourre pas, il me semble qu'il avait fini meilleur passeur. Avec genre 11 passes décisives par match, un truc comme ça. Je sais plus, mais en tout cas, lui après avait signé un contrat garanti avec les Bulls. Là, cette saison, il était aux Knicks au début, il s'est fait couper. Il a signé ailleurs, il a été coupé. Enfin, il a été tradé et après, il a été coupé. Euh, il a mis 0 points, je crois, cette saison. Il a joué 20 bouts de match, 20 entrées en jeu dans des garbage time. Il n'a pas mis le moindre point donc, de toute la saison NBA. Mais bon, là, il arrive en tant que two-way. Il va jouer avec les Windy City Bulls. Et puis après, ben, vu qu'on a tellement de blessés, il va peut-être faire des apparitions sur le banc et pourquoi pas sur le parquet, sur des blowouts, sur des fins de match. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le revoir parce que voilà, c'était un, un bon gars et puis voilà, un joueur quand même assez sympa à suivre. C'était évidemment pas le plus talentueux, mais voilà, un passeur quand même correct, un mec qui a une bonne intelligence de jeu et qui défend, voilà, même si physiquement bah, il souffre en défense par sa taille, enfin, son manque de taille et de physique, mais en tout cas, il se jette sur tous les ballons, il, est, il sait bien se placer, il anticipe, etc. Donc ça va être intéressant de le revoir avec la G-League parce que ça va être capable de donner cette histoire. C'est cool. Donc voilà, Pelicans dimanche à 1h du matin. Si vous êtes partant pour un live à minuit 40 pour faire un petit peu le point, voir d'ici là on connaîtra le starting five, essayer de voir un peu les match-ups défensifs, tout ça, faire un petit peu une preview de ce match-là et puis voir un peu si vous avez envie de parler de Patrick Williams, de Torrey Craig, etc., d'Archidiakono, on parlera de tout ça. Moi en tout cas je sais que je serai là, je serai dispo, donc si vous êtes intéressé on se fait ça, vous me dites. Et puis après il y aura le live tweet de ce match face aux Pelicans. Donc et ensuite, on a back-to-back mardi, mercredi avec les Pistons et les Cavs. Donc là aussi, ça va être assez savoureux. Bref, d'ici là, hein, on a le temps de voir. Donc, dites-moi pour dimanche soir chez les Pelicans et on s'organise ça. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.